Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo liée à l'UE-TAP1 pour la partie vérification formelle de programmes fonctionnels purs. Alors, comme les séances 2 et 3 de l'UE partie COC n'ont pas pu avoir lieu en présentiel, des transparents que nous avons préparés avec Jean-Paul vous sont fournis sur Moodle, mais je vais passer en revue les principaux transparents avec vous pour vous donner un peu plus de feedback sur ce contenu. Donc concrètement, vous avez les exemples donc de code du cours qui sont disponibles en ligne, n'hésitez pas à le regarder en direct. Et avant de commencer à parler des aspects concrets, regardons ou revenons sur l'un des principaux fondements de la vérification de preuve en COC. L'idée est extrêmement simple, c'est que quand vous prouvez une propriété ou une proposition P, vous êtes uniquement en train, dans cet environnement de preuve, de construire un terme, c'est-à-dire une expression, c'est-à-dire éventuellement une fonction, qui aura pour type P. Donc pour vous donner un exemple concret, supposons qu'on ait deux propositions P et Q dans le contexte, et qu'on veuille prouver cette implication-là. Alors si l'on la saisit dans Proof général Emacs, vous pouvez... je vais rajouter juste pour... faire un petit rappel au passage des parenthèses autour de la dernière implication. Et vous voyez qu'en fait, P implique parenthèse, P implique Q, fermé parenthèse implique Q, et vu par le prouveur exactement comme cette implication-là sans parenthèse autour de la dernière flèche. Je vous rappelle ici qu'il s'agit de l'associativité des flèches par la droite et qui est liée finalement à la notion de fonction purifiée. Donc je vais y revenir. Donc essayons de prouver cette proposition-là, comme je l'ai dit il y a quelques instants, en construisant une expression qui a ce type-là. Donc de la même façon qu'on aurait procédé en OCaml en construisant une fonction à deux arguments, là on saisit la tactique exact, parenthèse, et ma fonction à deux arguments x et f. Si on veut être encore plus complet, on pourrait mettre ici une annotation type. Donc on fournit la fonction qui a le bon type. Coq vous dit no more subgoals. Et enfin, vous pouvez conclure avec le QED qui va vérifier à la fin de la construction de la preuve que le terme de preuve ou l'expression qui représente la preuve a le bon type. Et donc, bien entendu, dans les cas plus complexes et hors de portée d'écrire des termes de preuve à la main, surtout si on veut atteindre des fragments en maths info qui vont être assez complexes. Donc, on utilise des tactiques automatiques. Voici un exemple très classique de tactique automatique qui marche très bien pour la logique propositionnelle minimale, mais ce ne serait pas la seule tactique possible. Donc, c'est la tactique auto. Vous voyez qu'il fait exactement le travail qu'on voulait ici. Et après affichage du terme de preuve, vous voyez en bas qu'on a bien une fonction qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'on avait saisie à la main. Bon, modulo, les variables liées, bien sûr, qui doivent être choisies avec une heuristique. Donc, ce principe-là s'appelle la correspondance de Curie-Howard, c'est-à-dire que par construction du système qui s'appuie sur cette théorie des types constructive, une preuve, c'est un programme, et le type du programme va être la spécification, c'est-à-dire la formule qui va être prouvée par l'existence de ce terme de preuve. Et donc, comme je vous ai montré dans la démo, on peut construire interactivement ou semi-automatiquement des termes de preuve, bien sûr, si la proposition approuvée va être valide. Donc dans certains cas, on ne peut pas conclure, vous allez avoir des tactiques automatiques qui vont échouer et même à la main, vous n'arriverez pas à finir la preuve parce que soit votre proposition considérée sera fausse, soit parce que vous avez suivi un chemin de preuve qui ne peuvent aboutir, par exemple parce que vous avez effacé une hypothèse indispensable dans le but, ou encore parce que la définition éventuellement que vous avez utilisé d'une opération en train d'être prouvée est incorrecte. Alors, passons en revue rapidement les principales tactiques de preuve. Donc, si vous avez une implication P implique Q,
comme on ferait sur une preuve mathématique papier-crayon usuelle, on commence par poser l'hypothèse P. Donc avec la tactique intro, on a le droit de mettre un S à intros si on en fait plusieurs, mais l'idée est la même, c'est on pose dans le contexte une hypothèse H qui va avoir le bon type. Pour la quantification universelle, pour tout x de type T, P de x, c'est le même procédé, on fait intro ou intros x, et on rajoute dans le contexte notre variable. C'est l'une des premières tactiques que l'on voit, parce que c'est la plus naturelle dès qu'on a une quantification ou une implication. Donc voilà, donc à retenir, lorsque le but est une implication ou une quantification universelle, on introduit l'hypothèse. Ensuite, une tactique élémentaire mais indispensable, c'est pour prouver des égalités. Si on a un but de cette forme, donc un contexte gamma et avec un ensemble d'hypothèses et t égale t', qui vont être identiques ou identiques modulo calcul, c'est ce que j'essaie de symboliser là avec ce symbole informel, alors on peut conclure, donc on va obtenir ce que j'ai symbolisé par l'ensemble vide en termes de nombre de buts, on va avoir le message dans le prouveur no more subgoals. Et donc là, effectivement, on peut conclure. En revanche, si on a un but qui est faux, alors là, on ne peut pas conclure. Et vous allez avoir un message du prouveur également. Ensuite, lorsque vous utilisez cette tactique-là, vous êtes en position de construire une preuve d'égalité, et l'opération duale, l'utilisation d'une égalité, correspond à la tactique rewrite. Donc ça s'appelle de la réécriture. Concrètement, si vous avez dans le contexte ou dans la bibliothèque de lemme que vous venez d'importer une égalité T1 égale T2, vous allez pouvoir réécrire cette égalité, c'est-à-dire en dessous de la barre, de double barre du but à prouver, vous allez remplacer toutes les occurrences de T1 par T2. Vous pouvez également faire cette même opération d'utilisation d'égalité dans l'autre sens, en disant rewrite flèche vers la gauche E, et vous allez remplacer toutes les occurrences de T2 par T1. Et enfin, ça marche également dans les hypothèses nommées. Vous pouvez remplacer T1 par T2 dans une hypothèse, ou T2 par T1 en réécrivant vers la gauche. Donc c'est assez standard, et donc il faut s'exercer sur les exemples pour identifier intuitivement quelle va être la bonne égalité qui va être utilisable, et le prouveur va le vérifier pour vous. Ensuite, c'est un cas très classique, plus général, et la présence d'égalité, donc ici t de certaines variables x1 xk égale t' de x1 xk, sous condition, c'est-à-dire sous un certain nombre de préconditions qui doivent être vérifiées. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si on fait réécriture de E dans ce but-là, alors le prouveur va d'abord examiner si la conclusion de votre E est bien une égalité, donc là c'est le cas, et il va essayer d'unifier la partie gauche de l'égalité avec un sous-terme du but. Ça s'appelle unification, et concrètement, il va essayer d'effectuer une instantiation de toutes les variables x1 xk qui satisfait cette forme dans le but. Concrètement, ici, le U1 va être l'instance choisie pour x1, donc on obtiendra bien un t' de U1 UK, et bien entendu, cette utilisation d'égalité n'est pas gratuite ici, on a des préconditions P1, Pn, donc on va avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des sous-buts, c'est-à-dire des préconditions à prouver. Donc, encore une fois, on peut regarder ça sur un exemple. Si vous avez, supposons que dans le contexte, une fonction prédécesseur dont la seule spécification, en quelque sorte, va être que vous avez une égalité E qui dit que pour tout entier x strictement positif implique le successeur du prédécesseur égale x. Alors là, je prétends qu'on peut instancier, on peut unifier le membre gauche de cette égalité avec le but. En l'occurrence, le x va avoir comme candidat cette expression-là. Et donc, on va obtenir un premier sous-but qui va être
ce sous-terme, 2 fois n plus 1. Et ensuite, on retrouve bien la précondition x strictement positif, ça va être 2 fois n plus 1 strictement positif. Alors, passons maintenant à une tactique plus générale qui correspond à appliquer des hypothèses dans le but. Donc globalement, vous avez une hypothèse ou un lemme dans votre bibliothèque de lemmes qui a un certain nombre de préconditions et une conclusion Q. Et votre but est un cas particulier de donc Q de U1 UK, admettons. Et donc là, de la même façon, vous pouvez dire j'applique cette hypothèse, c'est-à-dire que le but est bien une conséquence d'un certain nombre de préconditions P1, Pn qui vont apparaître en sous-but. Donc si j'ai la possibilité de vous illustrer ceci, donc l'exemple de tout à l'heure, c'était lié à la réécriture, et l'exemple de l'application. Admettons qu'on ait un lemme qui s'exprime de cette façon, qui dit que pour tout entier n et m, si n est plus petit que m, alors n est plus petit que successeur de m. Là, vous avez effectivement le but qui est une instance de n est inférieur à s de m pour m égale successeur de n. Donc si vous appliquez l'hypothèse en question, vous avez obtenu finalement un sous-but qui est la précondition de cette conclusion de l'hypothèse. Voilà, pour que les choses soient plus claires, je vous encourage à continuer à faire les autres exercices que nous avons proposés dans le premier TP sur Moodle. Et une question qu'on peut se poser, c'est effectivement dans l'exemple que j'ai montré là, vous aviez l'hypothèse qui était déjà celle qui était la plus pertinente dans notre cas, mais comment faire pour trouver la bonne hypothèse? Alors vous avez plusieurs méthodologies. La tactique SearchBot par exemple est utile pour rechercher des lemmes qui mentionnent une notation et un identificateur, un constructeur. Et notez que dans la dernière version de Coq, cette commande SearchBot est supplantée par search. Donc normalement, si je fais ici search inférieur ou égal successeur, on doit obtenir entre autres des lemmes qui retrouvent le lemme que j'avais mentionné ici. Au-delà de ces tactiques d'utilisation des égalités ou plus généralement des lemmes existants, vous avez quelque chose qui est fondamental dans la logique de Coq, qui est la preuve de propriété par induction. Donc concrètement, les antinaturels dans Coq sont définis de manière inductive, c'est-à-dire par exemple si vous faites print nat, vous voyez que le type des antinaturels est un type inductif à deux constructeurs, un antinaturel étant soit 0, soit un successeur d'un autre antinaturel. Et ce faisant, en définissant le type nat, Coq génère automatiquement ce qu'on appelle un principe d'induction, qu'on peut afficher on va afficher uniquement son type, qui dit que pour tout prédicat portant sur les naturels, si le prédicat est vrai pour 0, et si l'hérédité est vérifiée, alors le prédicat est vrai pour tout un naturel. Et il se trouve que la définition de ce principe d'induction correspond exactement à un schéma de récursion similaire à ce qu'on pourrait appeler l'itérateur le plus général sur le type nat. Donc on a vu précédemment dans le premier semestre. Donc concrètement, comment on utilise ce principe d'induction? Donc au lieu de faire apply nat underscore and avec une preuve complètement à la main, nous disposons d'une tactique induction qui se charge pour nous de faire la preuve par induction.
et donc de générer deux cas. Le premier cas, ça va être le cas de base correspondant à n égale 0. Et le deuxième but, donc là vous voyez dans le deuxième but, on ne voit pas les hypothèses parce que c'est condensé automatiquement par le front-end. Mais si je fais show 2, vous voyez bien le deuxième sous-but complet ici, avec l'anti-n fixé, l'hypothèse d'induction et le théorème approuvé en dessous. Voilà. Donc, la chose à retenir, c'est la tactique induction. Pour les naturels, ça équivaut exactement au schéma de preuve standard qui est vu au lycée et qui correspond à la preuve par récurrence, donc en séparant le cas de base et le cas inductif, on pourrait dire. La tactique destruct est très voisine et fait essentiellement la même chose, c'est-à-dire que ça va séparer les cas, cas 0, cas successeur, sauf que ça ne va pas générer d'hypothèse d'induction. Concrètement, en termes de programmation fonctionnelle, ici vous êtes en train de faire une récursion dans votre terme de preuve, alors que là, vous êtes juste en train de faire un filtrage avec un match with. Mais les deux sont excessivement proches, de sorte que, pour résumer, quand vous commencez une preuve en coq qui est universellement quantifiée sur un entier ou une liste, vous aurez le choix très typiquement entre trois approches, soit faire une induction sur, disons, la première variable quantifiée, soit faire uniquement une analyse par cas, soit encore, si c'est superflu, de faire juste une introduction, donc introse n. Mais bien sûr, dans ce cas-là, vous n'avez pas autant d'informations qu'une induction, voilà, avec l'hypothèse d'induction. Avant de conclure sur cette première section, la tactique simple est très utile et vous permet de simplifier votre but. Typiquement, si vous avez 1 plus n égale n plus 1, vous allez pouvoir simplifier 1 plus n comme étant le successeur de n, sachant que plus ici est une opération définie, c'est pas une opération primitive, c'est pas un constructeur, alors que le successeur s, c'est un constructeur au sens usuel des constructeurs d'un type somme, puisque je vous ai montré tout à l'heure que le type nat était un type inductif. On pourrait se demander pourquoi le n plus 1 n'a pas été simplifié. Alors là, c'est une petite subtilité, mais en fait, c'est simple à percevoir. C'est que l'addition est une fonction récursive à deux arguments, qui est récursive sur le premier argument. Donc concrètement, elle commence par faire un match par rapport au A, ou dans mon exemple d'avant, sur le 1. 1, il est déjà en forme successeur, donc 1 plus n se réduit à successeur d'un appel récursif, alors que si vous avez n plus 0, vous avez globalement, vous commencez votre inspection de l'addition par match n with, n n'étant pas ni un 0 ni un successeur, c'est juste une variable, donc l'évaluation ne peut pas se continuer. En revanche, on peut faire une preuve par induction sur le n pour pouvoir conclure ceci. Donc la chose à retenir, c'est quand vous avez une opération telle que celle-ci, n plus 1, et que vous voulez la simplifier, pensez à faire soit un destruct sur n, soit une induction sur n, de façon à vous ramener à un cas constructeur sur l'argument de la récursion. Voilà, ça conclut ce survol rapide des tactiques principales de Coq. Et globalement, vous avez d'autres tactiques qui sont disponibles dans l'aide mémoire fournie. Essentiellement symétrie, transitivity autour de l'égalité, constructeur, split, left-right, exist, discriminate, injection, tout ça c'est lié au type inductif. Unfold, c'est très utile quand vous avez une définition, vous voulez aller voir dedans, donc vous voulez déplier le code source, on va dire, de la définition. Et enfin, vous avez des tactiques automatiques. Omega, d'ailleurs maintenant c'est recommandé d'utiliser plutôt LIA pour Linear Integer Arithmetic, les tautologies et les buts du premier ordre. Donc là je passe directement au transparent 22, voilà, pour faire un petit point sur quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est que quand vous avez vu, quand vous faites une induction, vous allez créer deux sous-buts. Et pour distinguer bien les tactiques qui vont se rapporter au premier but ou au deuxième but, on peut avoir envie de faire une indentation
même si c'est pas hyper lisible, parce que d'ailleurs votre éditeur peut vous indenter automatiquement de manière non souhaitée. Ce qu'on conseille dans ce cas-là, ça va être de faire plutôt des accolades. Donc concrètement, pour cette preuve de AppNin, donc je l'ai ici, voilà. Vous avez fait votre induction, vous le voyez, le cas de base et le cas inductif. Et on va avoir envie de mettre une accolade pour visuellement regrouper des tactiques qui parlent du même sous-but. Et en même temps, vous voyez, ça a masqué temporairement le but qui ne nous intéresse pas, sur lequel on n'est pas en train de travailler. Donc résolvons ce but-là. On ferme l'accolade et hop, vous avez les autres tactiques qui sont liées donc au deuxième sous-but. Donc voilà pour cette partie preuve ici sur des listes. Mais toutes les tactiques qu'on a vues jusqu'à présent s'appliquent plus généralement à tout type inductif et à tout, donc sur tout type défini par un type somme à plusieurs constructeurs va pouvoir être manipulé avec donc induction, destruct, si besoin. Donc voilà pour la mini démo de Transparent 22. Et dernière chose, vous voyez ici que la tactique simple a été appliquée au début dans les deux buts numéro 1 et numéro 2. Et on peut avoir envie de faire des preuves un peu plus concises avec un point-virgule qui va essentiellement dire si ma tactique induction L génère n sous-buts, en l'occurrence 2, on va appliquer simple à chacun de ces sous-buts. Et une version encore plus compacte, ça pourrait être un chaînage de plusieurs tactiques avec plusieurs points-virgules. Donc, une règle de mise en forme usuelle, c'est pas mal de mettre au plus un point par ligne. Donc vous voyez ici, je n'ai pas mis par exemple auto.rewrite.thl1 point sur la même ligne. Voilà, après c'est comme dans tout langage de programmation. Vous avez des conventions de nommage, des conventions de style qui permettent une plus grande lisibilité. Et en fait là c'est pareil puisque le langage de tactique est un langage qui vous permet d'écrire des scripts de preuve qui sont essentiellement du code. Voilà. Donc ça conclut cette section et n'hésitez pas à poser des questions sur Moodle en cas de doute ou de demande de précision. Merci.